C'est bien, hein? Alors, bonsoir à chacun, chacune. Dans le micro, Oui, bien sûr. approche le poteau. Ouais. On n'a pas fait de test. OK, correct? Encore. Il faut être assez près. OK. Alors, bonsoir. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Merci d'avoir bravé ce temps un peu difficile. Je vais vous raconter mon parcours et je vais insérer quelques peintures pour accompagner les textes. Et je vous donnerai l'historique. Avec mes mauvaises oreilles. Ça va. Oui, Il se rapproche. bien sûr. Là, est-ce que c'est mieux là, pour le son pour vous? Oui. Encore plus? Oui. Alors, je vous donnerai l'historique du pourquoi des peintures un peu plus tard. Je vous dirai ça plus tard dans ma présentation. Alors, moi, je suis de Québec et je viens d'une famille de 5 enfants, une famille assez turbulente. À l'heure des repas, il y avait souvent des batailles verbales de toutes sortes de nature. Et pendant l'enfance, moi j'ai 67 ans, moi aller à l'église, ça me faisait du bien. Tout le monde allait à l'église dans mon temps, mais moi j'y trouvais mon compte. Ça m'apaisait, ça me pacifiait. À l'adolescence, j'ai eu un groupe d'amis, gars et filles, très précieux et très importants, avec lequel j'ai dansé du folklore international, avec lequel on se faisait des soirées chez l'un et l'autre, où bien sûr on discutait, bien sûr on refaisait le monde, mais c'est un groupe qui a duré plusieurs années, qui n'était pas fermé, mais qui a été extrêmement important dans ma vie. Un mot tout de suite sur la réalité de l'homosexualité dans mon environnement. Dans mon environnement, l'homosexualité, c'était les farces plates de mes frères et de mes amis gars. Et la réalité des filles qui s'aiment était invisible dans mon environnement. Moi, je viens vraiment de Québec. Là. Je ne viens pas de la campagne et c'était invisible dans mon environnement. J'avais toujours une meilleure amie à partir, disons, de 10 ans. Et quand il y avait une rupture amoureuse, une fin d'amitié, je dirais, c'était comme une rupture amoureuse. J'ai détecté ça beaucoup plus tard dans mon histoire. Je ne peux pas dire que j'ai été attirée par les femmes dans mon enfance, absolument pas. J'étais plutôt dans les contes de fées avec le prince charmant tu as une famille heureuse, tu as des enfants et la vie est belle. Et aussi, je croyais qu'il suffisait d'aimer et de se donner, et c'était le secret pour une famille réussie ou une famille heureuse. Je vais vous lire une citation par rapport à l'homosexualité. Je donnerai la référence du livre plus tard. C'est « La régulation sexuelle a été établie et contrôlée par des hommes, prêtres, policiers, médecins et juges. Selon qu'il est jugé par le droit, la religion ou la science, le lesbianisme sera tour à tour un crime, un péché ou une maladie. Les institutions reliées à ces champs de contrôle ont des moyens de répression comme l'hôpital psychiatrique, la privation de ressources financières et la vie éternelle. Heureusement, ceci a commencé à se modifier avec la Révolution tranquille. Ça, c'est une citation de Lynn Chamberlain qui a écrit beaucoup sur le lesbianisme. La référence complète est dans le livre plus tard, mais je trouvais ça important de situer les choses à cette étape-ci de ma présentation. Est-ce que vous vous souvenez, madame, oui, d'une dame qui avait marié un peintre, elle-même était peintre, puis elle a passé le restant de sa vie dans un hôpital psychiatrique? Non, ça me dit rien, en tout cas. Okay. Peut-être que... Et c'était le mari qui s'appropriait des œuvres de son épouse. Alors, si ça rencontre finalement ce que vous dites, ce que vous avez vu. OK. Dans le sens que la femme, si elle dérangeait, on pouvait l'interner facilement. Oui, tout à fait. Peut-être à ce moment-là, garder les questions ou prendre en note vos questions pour la partie questions-réponses. Peut-être qu'au niveau du son aussi, ça va être aidant si vous êtes d'accord. Moi, à l'âge de 18 ans à peu près, on est rendu en 67,
c'était peu après le Concile Vatican II, où il y avait énormément d'espoir pour les laïcs et aussi pour les femmes concernant les ministères laïques et tout ça, et même il y avait énormément d'espoir à ce moment-là. Et il y avait des études en catéchèse qui n'étaient pas encore reliées à la faculté de théologie au moment où moi j'ai étudié. Alors, moi, ça m'intéressait tout le sens de la vie, les valeurs, etc. Alors, je me suis inscrite et j'ai étudié et j'ai adoré ça. Ça a été un ressourcement absolument enrichissant. Et je me suis mariée une couple d'années après avec un étudiant. On appelait ça à l'époque un mariage étudiant. Alors, c'est moi qui travaillais à l'extérieur pour gagner la vie du couple. Une école, en passant, qui m'a été utile toute ma vie. Tu sais, quand tu gagnes 4 500 $ comme enseignante, j'ai enseigné enseignement religieux, moral et éducation familiale, civique et religieuse à l'époque dans une école secondaire. Et je gagnais 4 500 $ et on n'avait pas d'auto parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une auto. Et ça a pris 2 ans avant qu'on économise pour acheter une petite Toyota à l'époque. Donc, ça a été une école pour toute ma vie d'avoir vécu ça et je suis très contente d'avoir appris à vivre avec peu à l'époque. Ça m'a servi par la suite. Donc, je travaille comme enseignante. Et là, juste avant de me marier, c'est l'encyclique Humanae Vitae sur la fameuse pilule. En 68, juste avant mon mariage, je me souviens d'être allée à un panel avec un médecin, un prêtre, un psychologue, et on est allé, mon fiancé et moi, lire l'encyclique au complet, et je décide avec lui que je prends la pilule, même si ce n'était pas permis officiellement, et que j'étais en catéchèse, me disant, c'est pas vrai que je vais devenir enceinte par accident. Moi, j'ai vu ma mère pleurer 2 fois parce qu'elle était enceinte par accident. Je me suis dit, quand je vais être enceinte, ça va être une joie. Alors ça, c'est une autre chose que j'ai jamais regretté d'avoir pris cette pilule pendant 2 ans. Pour les études de mon conjoint, on s'en va 4 ans en Ontario et c'était une très belle occasion pour moi pour apprendre l'anglais à partir de 0 parce que les cours d'anglais étaient nuls à l'époque. Quelques années après, on découvre qu'on a un problème de fertilité alors qu'on voulait avoir des enfants. Alors, par un concours de circonstances que je vous épargne, je vivais à Hamilton à ce moment-là, on découvre qu'on a une agence d'adoption privée à 10 000 à l'époque de chez nous. Alors, je suis devenue mère d'une petite fille âgée de 16 mois qui venait de l'Inde. Et là, continue de vivre à Hamilton. Et là, c'est la chute de Saïgon. Et comme ça nous avait pris une grosse année avant d'avoir notre fille, on s'est dit, on serait mieux de ne pas trop attendre pour commencer les démarches pour une autre adoption. Et là, on a fait la demande pour 2 enfants, un gars et une fille. On nous avait dit que c'était plus facile. Le couple qui s'occupait d'adoption internationale, il y avait au moins 2 couples d'enfants, un couple du Bangladesh puis un couple de, je sais plus, du Vietnam justement, que c'était plus facile. Alors, on fait la demande et finalement, le petit gars n'est jamais arrivé, comme d'autres enfants, mais on a eu une 2e fille, mais là, à 7 mois d'intervalle. C'est arrivé très vite à cause de la chute de Saïgon. Alors, c'est comme si un peu j'avais eu des jumelles. Retour au Québec, là, surprise, je deviens enceinte. Alors, j'ai expérimenté la joie de vivre les 2 sortes de maternité, par adoption et biologiquement. Je vais vous lire et vous montrer une peinture qui illustre ce que j'ai vécu comme mère, parce que je trouve que ça résume un peu ce que j'ai vécu comme mère au niveau de la famille, comme mère biologique et mère adoptive. Alors, les peintures, je vous dis tout de suite, j'ai fait des sessions à un moment donné, plus tard dans ma vie, dont une avec la peinture. Le nom de la session, c'était, voyons, j'ai un blanc, peu importe, c'est pas grave, mais on peignait à partir du senti et on écrivait immédiatement ce qu'on avait ressenti.
Donc, c'est à peu près à cette époque-là que je fais cette peinture qui s'appelle « Parents avant tout ». Mon cœur, rouge, est ouvert au monde, bleu, sans frontières. Pour moi, il y a longtemps que nous, les êtres humains, faisons partie de la même famille. Je dessine mes deux aînés, en brun et jaune, tous deux adoptés. Un lien vert part de l'intérieur de moi, pleine d'espérance. Puis, il y a au cœur de moi, oiseau, rose, petit bébé que j'ai porté dans mon ventre avec tant de joie. Ce fut un merveilleux miracle que nous n'osions plus espérer. Oiseau est elle aussi unie à moi par un lien d'espérance. À côté, je dessine le cœur rouge de leur père. Dès le début de notre relation, il avait exprimé son désir d'avoir des enfants. Je dessine des lacs, des mers sur terre, eau de vie qui m'anime. L'eau qui peut aussi noyer quand elle submerge. Je trace une maison verte. On dirait que j'ai essayé de favoriser l'harmonie entre les personnes, comme si j'avais essayé de faire tenir la terre entière dans une petite maison. J'ai terminé ma peinture en faisant un lien d'affection rose entre mes enfants. J'ai toujours été féministe, mais j'ai marié un homme qui ne pouvait faire du 9 à 5, qui ne pouvait partager les tâches comme je l'aurais voulu. Quand quelqu'un est de garde la nuit, de façon assez régulière, en plus du travail de 8 à 7, c'est difficile de demander plus. Gardez ça comme en réserve. Engagement pour la cause des femmes au niveau diocésain dans l'Église catholique. On travaillait sur l'égalité des rôles, la morale sexuelle, le langage inclusif, le sacerdoce des femmes. Retour à l'enseignement à temps partiel quand ma troisième... En fait, j'ai eu 3 enfants et dans le livre, je parle que j'ai un fils et 2 filles parce qu'il y a une de mes filles qui ne voulait pas trop être reconnue. Alors, c'est pour ça que je vais peut-être me mêler dans les genres, là, mais ce n'est pas vraiment important. Mais quand la plus jeune a commencé à aller à l'école, je suis retournée travailler à l'enseignement à temps partiel, l'enseignement à ce moment-là religieux, pour justement, comme on parlait tout à l'heure, remplacer les profs exemptés qui n'étaient pas à l'aise pour enseigner la catéchèse. J'ai fait de l'animation pastorale scolaire, puis régionale. J'aimais les dossiers qui touchaient la justice sociale. Je travaillais sur les aînés, les jeunes, bien sûr la condition des femmes, la pauvreté. Il y avait toutes sortes de dossiers super intéressants. C'était un peu un travail social, au fond, en collaboration avec des groupes communautaires souvent. Porter tous les rôles dans la famille pendant l'enfance des enfants, ça allait assez bien. Mais à l'adolescence des aînés, j'ai eu des difficultés comme femme, comme mère aussi. Disons, comme femme, là, je commençais à me sentir de plus en plus seule, à différents niveaux. Et comme mère, disons qu'il y a eu des problèmes assez particuliers que je n'ai pas pu vraiment résoudre. Et même si on essayait d'aller chercher de l'aide, j'ai vécu vraiment le conflit que je n'élaborais pas comme un échec important. Et ça n'a pas aidé dans notre relation de couple aussi, parce qu'on n'avait pas la même vision par rapport à la problématique. Alors, vous vous rappelez, au début, je vous ai dit qu'à partir de l'amour, que je pensais qu'en se donnant, etc., que ça réglait tout, mais là, je constate à mon grand désarroi que ça ne règle pas tout, qu'il y a des difficultés qui sont externes et dont, malgré la bonne volonté, ça ne marche pas toujours comme on veut. Là, je développe une amitié qui devient amoureuse avec une femme. Et cette femme, c'est vraiment platonique, là, à un moment donné, me laisse tomber du jour au lendemain. Alors, c'est vraiment l'espèce de déprime. Je suis rendue presque à 40 ans. À 40 ans, précisément. Là, je vais chercher de l'aide. Je m'en vais en thérapie. Je commence les sessions de croissance. Plusieurs avec des sessions PRH. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent ça. Oui. Beaucoup avec l'écriture et le partage en groupe et celle de la peinture dont je vous parlais tout à l'heure qui précédait l'écriture et le partage. Une autre amitié se développe très tranquillement avec une femme et vraiment sur des années.
Et finalement, cette amitié, je découvre que c'est de l'amour. Imaginez-vous le portrait. Je suis mariée depuis une vingtaine d'années avec un conjoint, je suis mère et je travaille pour l'Église. Problème. Donc, et je m'aperçois de plus en plus que la communion que je vis avec cette femme au niveau du cœur et au niveau de l'âme, bien avant que ça s'exprime au niveau du corps. Donc, à un moment donné, je pars vivre avec elle. Alors, il y a divorce et il y a séparation. Après ça, divorce, une couple d'années après. Et à travers ça, une nullité de mariage très difficile. Et moi, mon objectif dans la nullité de mariage, c'était de faire comprendre à ma famille, c'était pour les aider à mieux accepter la situation du changement de vie. Et ça a eu l'effet contraire. En particulier pour les enfants qui ont senti comme si j'avais regretté d'avoir des enfants ou des trucs comme ça. Alors, si j'avais su, je n'aurais pas procédé à cette démarche. Là, il y a le synode diocésain à Québec, organisé par Monseigneur Couture, avec des milliers de questionnaires pour savoir ce que comment les gens voient l'avenir de l'Église de Québec. Et il y avait des recommandations sur l'homosexualité. Et là, j'étais toute contente parce que là, moi, écoutez, je travaille au diocèse de Québec. Et là, je parle que, bien sûr, bon, les gens savent que je suis séparée, que je vis avec une coloc. Je parle, là, vous me connaissez depuis quelques minutes et vous voyez très bien que je suis extravertie. Pouvez-vous croire que ma principale collaboratrice pensait que j'étais introvertie? Parce qu'on a fait une étude de tempérament comme ressourcement à un moment donné. Et je parlais tellement peu de moi, de ma vie, parce qu'à chaque fois que j'arrivais pour dire quelque chose sur mes fins de semaine, je me disais, ben non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça parce que ça va montrer trop que ce n'est pas une coloc. Donc, là, en tremblant, je m'en vais soumettre un projet à la directrice du service de pastoral et par le biais même à Monseigneur Couture indirectement, sur un projet de recherche sur l'homosexualité, sur le discours officiel et sur, à partir des recommandations, comment l'Église de Québec pourrait aider les gays. Et j'avais même utilisé comme titre le message du 1er mai de Monseigneur Couture. J'étais là, moi tu fais de la place, comme titre de mon projet. C'était vraiment un beau projet. Mon projet a été refusé, évoquant toutes sortes d'autres priorités, etc. Alors là, vraiment, là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de la cohérence. Deuxième chose, quand Jean-Paul II, en 1994, a dit « on ne parle même plus du sacerdoce des femmes », là, j'ai dit « OK, ça t'a pris du temps, Nicole, mais c'est du sexisme institutionnalisé. » Alors là, j'ai vraiment commencé à décrocher tranquillement. Et là, mon travail au diocèse a changé. J'étais réduite à m'occuper des réaménagements pastoraux, c'est-à-dire le regroupement de paroisses, où on ne disait pas qu'on était pour fermer les églises, mais on disait qu'au nom de l'Évangile, on était pour travailler ensemble, les paroisses, alors qu'au fond, la vraie affaire, c'était un problème de sous, et qu'on ne disait pas tout de suite qu'on était pour fermer les églises, mais que si on avait dit « on manque d'argent, on va être obligé de travailler avec des paroisses voisines, éventuellement on va fermer des églises, comment on peut vivre l'Évangile étant donné tout ça? » J'aurais été plus confortable, mais on ne disait pas les vraies affaires. Donc, moi, je ne me sentais pas compétente pour faire ce travail-là. Et aller dans les paroisses puis entendre les gens qui ont passé des décennies à payer pour leur église puis se faire dire ça va fermer ou on va se regrouper, la peine, le désarroi des gens, c'était pas stimulant, c'était la décroissance. Et moi, tout ce que j'avais vécu avant qui donnait sens à mon travail, je ne l'avais plus. Alors, je décide d'aller étudier faire un diplôme deuxième cycle en sciences sociales multidisciplinaires avec vision féministe à l'Université Laval. Et là, à chaque fois que l'on pouvait, il y avait des trucs sur les méthodes de recherche et tout ça, mais on avait des projets personnels et on pouvait choisir ce qu'on voulait. Et toujours, ça donnait comme ça, moi je voulais toujours travailler sur la réalité de l'invisibilité des femmes lesbiennes.
j'ai fait plusieurs travaux avec différentes facettes à ce niveau-là. Et j'ai trouvé ça très, très stimulant et très éclairant. Mais là, à quelques années après avoir commencé à vivre avec ma conjointe, j'ai eu un cancer du sein. Gauche, avec chirurgie, chimio et radiothérapie. J'ai lu un seul livre sur le cancer qui s'appelle « Guérir envers et contre tout » de Simonton et Creighton, médecins et psychologues, qui disent là-dedans que pour guérir, il faut travailler à identifier les déchirements dans nos vies et les éliminer. Bien sûr, en plus de la médecine traditionnelle. Ça, c'est ma cousine médecin qui m'avait recommandé ce livre-là, et j'ai fait l'exercice. Alors, mon appartenance à l'Église catholique a été comme le dernier déchirement qui, à un moment donné, il a fallu que je fasse quelque chose avec ça. Mais pour le moment, je vais vous lire ce que, et vous montrer la peinture qui illustre comment je me sentais quelques années avant même d'avoir un cancer du sein. Moi, je ne le sais pas, et voici ce que j'ai dessiné et écrit. Alors, ça s'appelle... Ah, ok, j'ai devancé un petit peu. Comment ça se fait? Il y a quelque chose qui manque, excusez-moi. Ok, je vais lire tout de suite. C'est un cœur grenade, enchaîné par en dedans dans mon cœur grenade. Ça, c'est celle pendant la chimiothérapie. C'est pas grave, je reviendrai à l'autre tout à l'heure. Alors, j'ai mal à l'estomac depuis que j'ai commencé à écrire mon journal. Je dessine des nœuds gris qui s'enchaînent les uns aux autres. Je veux les dénouer et sur chacun, je dessine un X vert. Un coup de ciseau qui défait chaque nœud. C'est long et difficile car ils sont liés les uns aux autres. En regardant à nouveau cette peinture avec une amie, je dis que je ne peux pas aller plus loin, que je ne comprends pas ce qu'exprime le vert un peu partout. Un mot m'était venu, mais je l'avais nié. Je le trouvais exagéré. Mon ami le prononce en même temps qu'il me revient à l'esprit, grenade. Chaque nœud doit être dénoué pour éviter que la grenade explose. Pourrais-je la désamorcer en nommant le contenu, en identifiant la nature de certains nœuds? Ils sont colère, regret, ressentiment et peur de la mort. En plus des prises de conscience, je dois, dans la mesure du possible, éviter de me marcher dessus et faire attention à mes besoins. Je suis surprise que les peintures m'aident à dépasser les mots, à faire surgir mon cheminement intérieur. Quelle profondeur! Les dessins jaillissent du cœur de mon être et me révèlent certaines facettes de ma réalité passée ou présente. Tout cela s'impose à moi dans un effet miroir. Là, je vis une noirceur pendant le cancer, une noirceur spirituelle pendant 2 ans. J'ai comme perdu la foi. Je suis révoltée contre Dieu. Je sais bien qu'avec ma tête, ça n'a pas de sens là, d'en vouloir à Dieu pour ça. Mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti et je souhaite ça à personne. C'est très, 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 très dur. Pendant les traitements, j'ai eu la permission de la directrice du programme d'études féministes de continuer mes études. En fait, elle offrait à ma conjointe de continuer à faire des projets spéciaux à la maison. Puis Réjeanne, ma compagne, a dit « Moi, j'ai pas l'énergie. » Moi, j'entends la conversation. Hey, je prends le téléphone, j'ai dit « Moi, j'aimerais ça, mais ça me ferait du bien de sortir du cancer. » Un peu comme on se disait au souper. De faire d'autres choses que d'être malade. Là, alors, la première semaine, je ne foutais rien. J'étais sur la galerie, enveloppée dans une couverte, même pas capable d'écouter de la musique, même pas capable de lire. La deuxième semaine, je commençais à émerger, et là,
je me garochais dans mes lectures, et la 3e semaine, ça commençait à aller mieux, de mieux en mieux, et le cycle reprenait comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui m'a ramené à la foi? Ça, c'est vraiment une drôle d'histoire. J'ai une nièce qui s'est enlevée la vie à 25 ans, et son père, on n'était pas très proches à ce moment-là, à cause de mon changement de vie. Alors, je reçois un téléphone un jour par une amie commune qui me dit, elle m'apprend la terrible nouvelle, puis elle me dit, ton frère demande si tu ne pourrais pas retrouver tel curé pour faire une cérémonie, pas religieuse, mais avec des beaux textes et de la musique. Alors, je m'occupe alors là, je me dis, Nicole, là, tu te centres sur ça, tu oublies le reste. Alors, je prépare la cérémonie avec le prêtre. Et on fait vraiment une célébration plutôt laïque, sauf quelques mots du prêtre. Et là, je ressors de là, des gens croyants me disent que ça a été vraiment, ça fait du bien. Des croyants, des incroyants, puis des gens entre deux ont tous dit la même chose. Là, le lendemain, alors que j'avais très bien géré les choses, moi je suis comme ça, quand il arrive un drame dans nos vies, chez nous, ça va, je conjugue, je fais ce que j'ai à faire, je me sente, puis après ça, j'ai le ressac. Alors le lendemain, je suis couchée sur un divan et j'ai des vertiges. Et là, je réfléchis. Puis là, c'est comme, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. C'est comme si Dieu me disait, je te veux comme animatrice de pastorale, c'est-tu assez clair? Puis là, je me disais, j'ai ma liberté, là, je n'étais pas obligée. Mais c'est comme, et écoutez, ça, c'est arrivé en 98, et ça m'a complètement relancée, et je n'ai jamais eu de trou noir depuis. Et c'est ce qui m'a permis d'aller étudier après le cancer en pastoral de la santé pour faire l'accompagnement des malades. Et je me souviens d'avoir dit ça en pleine entrevue d'embauche par la suite, cette anecdote. Là, je me disais, je risque le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Je leur dis les vraies affaires. Puis ils m'ont engagé pareil. J'étais quand même contente d'avoir été vraie. Mais ça n'a pas lâché par la suite. J'ai travaillé à l'hôpital Laval, à Québec, pendant 3 ans. C'est le plus beau travail que j'ai fait de ma vie. J'avais choisi de travailler à temps partiel 4 jours semaine pour me ressourcer, pour être capable de me refaire pendant 3 jours, parce que je trouvais que 5 jours, c'était beaucoup. Alors, j'arrivais le matin, puis là, je me disais, je me centre sur les patients, sur le travail que j'avais à faire, parce qu'il y avait aussi de l'animation, des trucs comme ça. Et là, je ressortais de là, et là, je me disais, hey, j'ai la santé, je suis en forme, savoure la vie, mort dedans, puis apporte pas les problèmes ou les situations des patients, là, centre-toi pour être en forme et reviens. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné pendant 3 ans. Entre deux, on a eu une offre de la maison d'édition ADA pour raconter notre vie à Réjeanne et moi. Et on a dit, on n'est pas prête à raconter notre vie, mais on a co-écrit des travaux, parce que plusieurs travaux qu'on avait fait ensemble, Réjeanne et moi. Et alors, un survol historique d'où vient le discours sur l'homosexualité de l'Église catholique. Puis en deuxième partie, on avait fait des entrevues avec 10 femmes, comment elles alliaient leur foi et leur vie de couple. Alors, ils y ont été d'accord pour publier. Le seul hic, c'est qu'on ne pouvait pas mettre nos noms là-dessus. Je rencontre mon patron et il lui dit, si tu mets ton nom là-dessus, Robert Gillet va t'appeler, et tu vas passer à la radio, puis tu vas être congédié. OK. Alors, pendant 2 mois, on a tergiversé pour finalement accepter de mettre des pseudonymes, de Déborah et Judith, des femmes signifiantes de la Bible. Alors, ce qui fait que le livre n'a pas été diffusé comme il aurait pu l'être, mais il a été publié et ça m'a nui par la suite. Pour moi, c'est clair. Vous allez voir pourquoi après. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que mon appartenance à l'Église catholique était un déchirement important dans ma vie, parce que pour moi, c'est clair que le cancer que j'ai traversé est lié à tous ces déchirements comme mère, comme femme, comme vie de couple, changement de vie de couple, c'était vraiment pas évident. Tout le monde qui vit ça n'aurait pas nécessairement un cancer, mais moi, avec mon tempérament très entier et très... vous me voyez, là? Donc, je vis intensément les choses. Alors, c'est évident que ça m'a pas aidé, là. Donc, j'étais payée par le gouvernement, le budget de la santé et services sociaux.
Et dans une réunion au diocèse de Québec en pastoral de la santé, je découvre que le gouvernement reconnaît l'Église catholique, l'Église unie, l'Église anglicane et la communauté juive pour faire l'accompagnement, surtout à Montréal, mais quand même. Et à ce moment-là, mon employeur engageait une pasteur de l'Église unie qui venait à Québec pour du ressourcement, pour nous, pour le ressourcement. Il y avait une collaboration avec l'Église unie. Il y avait des stagiaires, dont le monsieur que j'ai nommé tout à l'heure de Suisse, qui était d'une église équivalente à l'Église unie. Il y avait eu des précédents. Alors, j'avais fait un cheminement. Je fais mon changement d'appartenance en ayant pris soin d'avoir un mandat pastoral de l'Église unie. Je suis venue à Montréal pour ça. Et j'informe mon employeur qui me dit « Je n'ai pas demandé un mandat pastoral de l'Église unie. » Alors, là, je pique du nez, je fais une espèce de petite déprime à nouveau et je prends un congé de quelques semaines et juste sur le point de revenir au travail pour savoir mon sort, je me tape une hystérectomie, j'ai eu une espèce de grosse boule dans le ventre, un fibrome, et finalement, donc ça a prolongé mon congé de maladie. Et quand je reviens, alors que c'était quelqu'un que je connaissais qui me remplaçait, qui m'appelle et dit « Nicole, j'ai fait le ménage de ton bureau, il paraît que tu reviens demain. » J'ai dit « Oui. » Mais mon patron m'avait demandé d'aller le voir. Alors, il m'attend avec quelqu'un des ressources humaines que je n'ai jamais vu, avec une lettre de congédiement. Alors, j'avais la journée pour aller vider mon bureau. Je l'ai poursuivi. Alors, je suis allée faire ça, je me revois encore, j'étais comme une automate. J'ai poursuivi l'employeur. Le procès a duré 2 ans. J'ai gagné ma cause. Mais sur le point de retourner au travail, il me dit qu'il ne veut pas m'avoir là, qu'il veut aller en appel. Alors là, je me dis, c'est peut-être pas sage de retourner. Je me suis déjà tapé un cancer. À regret, j'ai donné ma démission. Et je n'ai jamais retrouvé d'emploi depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 2004, d'emploi régulier. J'ai oublié de vous dire que j'ai été excommuniée. C'est très particulier. Il paraît qu'ils ne font plus ça maintenant. J'ai regimbé auprès du secrétaire du Monseigneur Couture, et apparemment, il y en a d'autres qui ont quitté l'Église catholique et ne sont plus excommuniés. Je suis quand même contente de voir que les choses ont un peu changé. Donc, après avoir été engagée dans l'Église pendant plus de 30 ans, après avoir été employée pendant 15 ans, j'ai quitté en faveur de l'Église unie. Pendant le temps d'attente, qui était long, vous savez, les affaires avec les avocats, mais ça a été une école, ça. Ça m'a appris à écrire à partir des faits. Ça a été dur, mais j'ai eu des avocates extraordinaires. J'ai appris beaucoup de ça. Donc, à un moment donné, je fais du ménage dans ma filière. Et je tombe sur mes écrits et je tombe sur mes dessins, dont vous en avez vu quelques-uns. Et là, je fais un saut, parce que 5 ans avant d'avoir un cancer du sein gauche, je dessinais que j'avais un caillou dans le cœur, un trou dans le cœur. Donc, je vais vous lire ma peinture, le caillou, qui a été écrit 5 ans avant d'avoir un cancer du sein. Où es-tu, petit caillou? Le caillou gris au cœur de moi. Un cercle gris tourbillonne à l'intérieur de moi. Un mouvement concentrique qui va de plus en plus vers l'intérieur. J'ajoute du noir pour que le gris soit plus sombre. J'arrête le mouvement. Il reste un petit espace, un petit rond jaune. Moi, la petite Nicole, je veux vivre, même si j'étouffe par moments à cause de tout ce gris qui m'entoure.
les principes, mes responsabilités. La petite Nicole veut tout faire pour casser le caillou gris qui a durci avec les années. Des larmes bleues emprisonnées commencent à sortir graduellement. Elles sont gonflées de toute la tristesse, la peine qui est en moi. En retravaillant mon texte, là, je suis rendue à peu près dans les années 2005, alors que c'était fait en 90, je trouve que le jaune au centre ressemble à un petit soleil plein de vie. Je suis surprise de la résilience qui m'habite. Ce qui est assez spécial, c'est qu'au moment où j'ai fait ça en 90, j'ai même pas été capable d'écrire sur le jaune qui était à l'intérieur. J'étais tellement dans la peine et la souffrance que j'ai pas... Il y avait de la vie dedans, mais je n'ai même pas été capable de la nommer, ce qui est quand même assez rare dans mes peintures, dans les écrits, à côté de mes peintures. Alors, j'ai eu, au niveau du procès, finalement, il y a eu un règlement hors cours. Oui, ça va bien. Il y a eu un règlement hors cours et j'ai racheté tous mes livres L'amour entre femmes. Je me suis fait faire un site web et j'ai mis mon nom à côté de mon pseudonyme Déborah. Là, c'était fini le silence, c'était fini le muselage. Et là, je retourne un peu plus tard, après le procès, j'ai retravaillé mes textes. Il y avait 80 peintures avec des textes qui les accompagnaient. J'en ai gardé à peu près 40, parce qu'il y en a qui étaient trop personnels ou qui touchaient trop des trucs qui concernaient, par exemple, le père de mes enfants. Ou je trouvais qu'il fallait pas que je mette tout, mais je me suis centrée beaucoup sur l'avant-cancer, pendant le cancer et après le cancer. Et ce livre est devenu un livre bilingue, Du caillou au séquoia, From Stone to Sequoia, Cancer Lému. Alors, cheminement de guérison de l'âme et du corps. Oui. Après le cancer, il faut que je vous parle de Nicolibri. Alors, j'ai été malade en 95 et ça, on est rendu en 98 dans la troisième partie. Pendant tout l'été 95, soit celui des traitements contre le cancer, j'avais observé les colibris à partir de ma galerie. C'était la première année qu'on avait un abreuvoir. J'avais découvert comment ils se déplacent nerveusement, s'arrêtent peu et battent des ailes sur place très, très rapidement. La nature du colibri est ainsi. Je ressemble au colibri. Depuis ces années charnières, je travaille à ralentir mes battements d'ailes pour vivre plus détendu. De plus, ma correspondance est souvent illustrée d'un colibri. On m'appelle parfois Nicolibri parce que je m'appelle Nicole. Et c'est tellement moi, là. J'ai encore de la misère à ralentir mes battements d'ailes, mais ça fait rien, c'est très signifiant pour moi. Alors, pour mon livre Du caillou au séquoia, j'ai été semi-finaliste, c'est-à-dire j'ai été semi-finaliste et j'ai eu une double mention créativité et inspiration. En 2004, alors que ça fait, j'ai commencé à vivre avec Réjeanne en 92, on fait un mariage civil et chrétien à l'Église unie. Réjeanne est restée catholique en disant « c'est ma famille, je ne suis pas d'accord avec tout, mais je suis correcte avec ça ». Et quand on a fait la préparation au mariage, la première rencontre, elle dit « tu ne m'embarqueras pas dans n'importe quoi, il est mieux, il faut que je sois à l'aise ». Il n'y a pas eu de problème, c'est vraiment un mariage signifiant, chrétien et civil. Ça fait 23 ans que je partage ma vie avec Réjeanne, et après les premières années de transition et de turbulence liées à l'ancienne vie et tout ça, et les autres difficultés que je vous ai présentées, nous avons une vie paisible que nous goûtons à chaque jour. Depuis le congédiement, je suis une travailleuse autonome
J'ai été contact francophone et coprésidente d'un groupe national pour favoriser l'inclusivité des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres qui s'appelle Affirm United, s'affirmer ensemble, qui est fortement lié à l'Église unie. J'ai été impliquée presque 10 ans dans le conseil. À la suite de la première rencontre de s'affirmer ensemble, j'ai cofondé un groupe interspirituel qui s'appelle Spiritualité entre nous. J'ai été 7 ans à co-animatrice et maintenant, heureusement, ça continue. Et c'est hébergé dans une paroisse catholique à Québec, à Saint-Jean-Baptiste. Il y a 2 personnes qui ont pris la relève, mais c'est vraiment interspirituel. Puis il y a des gens qui ont... Mais c'est vraiment sur des valeurs et c'est vraiment nourrissant pour les gens qui continuent de le fréquenter. J'ai fait de l'accompagnement individuel lié à ça aussi. J'ai fait des communications, des collaborations avec des groupes communautaires liés aux personnes gays, bisexuelles et transsexuelles, et transgenres, je devrais dire aussi. Écriture dans les revues, journaux, sur mon site internet, il y a plusieurs articles que j'ai écrits. J'ai fait des témoignages, je fais encore des kiosques. De ce temps-ci, c'est beaucoup des kiosques dans des rencontres harmonie à spiritualité, santé. Je suis la seule là, qui est liée un peu à des trucs qui touchent les valeurs chrétiennes, mais je suis toujours bien accueillie. Je fais aussi des kiosques avec des événements littéraires, les Fiertés à Québec, à Montréal, j'en ai fait plusieurs. Des expositions collectives de peinture, j'en ai fait aussi. J'ai fait une couple d'expositions solo, parce que vous avez vu l'original, un original et j'en ai un autre ici. C'est toujours sur du papier que mes enfants utilisaient. Et quand on les reproduit, c'est sur du carton comme ça, c'est extraordinaire, ça devient très, très beau. Alors, j'ai pu faire des expositions pour illustrer ça. Alors, mon objectif, en partageant mon histoire, c'est de donner de l'espoir à ceux qui me lisent et m'écoutent et les relancer d'une façon ou d'une autre dans leur propre vie. Je vous donne l'exemple de un gars qui avait lu mon livre, Du caillou au séquoia, et qui me dit, il travaillait dans le domaine touristique, il dit, moi j'ai toujours voulu aller étudier à l'université dans ce domaine-là, puis je ne l'ai jamais fait. Il dit, je vais m'inscrire. Je l'ai revu 1 an plus tard, il avait commencé ses études. J'ai toutes sortes d'exemples comme ça, complètement diversifiés. Ce n'est pas juste des gens qui sont avec une foi ou des gens qui sont touchés par le cancer, c'est vraiment, je trouve ça super de voir que ça rebranche les gens, mon témoignage et les échanges que j'ai, sur leur propre réalité, et des fois ça touche un point et ça les aide à aller en avant dans leur propre vie. Un peu plus tard, si vous voulez, ou peut-être au niveau des questions, je pourrais, il me reste combien de minutes à peu près? Ah, 5 minutes. Oh, j'ai envie de finir avec de l'humour. Est-ce que ça vous... Ben, oui, d'abord 2 mots. Pourquoi l'Église unie? Parce que je me sens libre. Plus aucune association ferait que je me sentirais prise dans un carcan. Alors, comme femme, comme conjointe, la morale sexuelle, la justice sociale, la liberté de parole, je me sens libre et c'est ce qui fait que je suis impliquée, je suis engagée. J'évite maintenant, j'ai oublié de dire ça, j'évite de lutter contre ce que j'ai fait pendant des années. Maintenant, j'essaie de m'engager pour. Et j'ai le goût de terminer avec un texte sur l'homosexualité. C'est une traduction libre. Il y a eu une émission aux États-Unis animée par une dénommée Laura Schlesinger. Et il y avait un juif orthodoxe qui disait que l'homosexualité, c'était une abomination et à cause du Lévitique. Alors là, il y a ici quelqu'un qui a écrit à Laura, mais c'est parce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans en lien avec l'homosexualité puis le Lévitique et pourquoi on accepte des choses qui sont écrites dans le Lévitique et on n'en accepte pas d'autres. Écoutez bien ça. Quand je brûle un taureau sur l'autel du sacrifice, je sais que cela crée une agréable odeur à Dieu. Le problème est mes voisins. Ils prétendent que l'odeur est désagréable pour eux. Comment devrais-je agir? C'est toujours à partir d'un extrait du Lévitique. J'aimerais vendre ma fille en esclavage, comme il est suggéré dans Exode. À notre époque, quel serait le juste prix? Je sais que je ne peux avoir quelque contact que ce soit avec une femme qui est dans une période impure. Le problème est comment lui dire
J'ai essayé de demander, mais la plupart des femmes sont offusquées quand je leur demande. On fait état que je peux acheter des esclaves des pays autour de moi. Un de mes amis prétend que cela s'applique aux Mexicains, mais pas aux Canadiens. Pourriez-vous apporter des précisions? J'ai un voisin qui insiste pour travailler le jour du sabbat. Dit clairement qu'on devrait le mettre à mort. Est-ce que je suis moralement obligée de le tuer moi-même? Un de mes amis a le sentiment que même manger des fruits de mer est une abomination. C'est une moins grande abomination que l'homosexualité. Je ne suis pas d'accord. Qu'en pensez-vous? La plupart de mes amis coupent leurs cheveux et leurs barbes, même si c'est formellement défendu par Lévitique. Comment devrait-il mourir? Et je termine avec... Mon oncle a une femme. Il viole Lévitique 19 machin en semant 2 sortes de cultures dans le même champ, comme sa femme en portant des vêtements faits avec 2 sortes de fils différents. Il a tendance à sacrer et blasphémer souvent. Est-ce vraiment nécessaire de se donner le trouble de réunir toute la communauté pour les tuer? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste les brûler à mort, comme une affaire de famille privée, comme nous faisons avec les personnes qui couchent avec leurs parents par alliance? Je trouvais ça extraordinaire. Voilà, alors moi je suis disponible, bien sûr, vous pourrez venir voir mes livres à la pause. Je suis ouverte à toutes les questions. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de questions auxquelles je ne pourrais pas répondre après la pause. Merci beaucoup. Je vous remercie.